Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'être là pour ce premier numéro du webinaire au sens large. Donc, au sens large, la petite histoire, c'est un webinaire qu'on a imaginé dans le pôle Sens, donc le pôle Sciences en Société de la DIPSO, pour discuter et parler de sujets qui ont lien avec les relations sciences et société. Donc, ça va être des rendez-vous mensuels d'une heure en visio. Et pour le premier numéro, on accueille Pierre-Benoît Joly. Bonjour Pierre-Benoît, qui est le Bonjour. président du centre de Toulouse. Je vais peut-être te laisser te présenter en une phrase. Bonjour à toutes et à tous. Euh, Merci de cette invitation. Je ne vais pas parler en tant que président du centre d'Occitanie Toulouse. Alors, j'espère que la communication sera bonne parce que j'ai l'impression qu'il y avait un problème de bande passante, mais on va voir, vous me le direz, et il faudra trouver une solution rapidement si c'est le cas. Je vais parler essentiellement en tant que chercheur, je suis dans le domaine de recherche de l'étude des sciences et des techniques, et c'est à ce titre que j'ai travaillé sur les interactions sciences-société sous des formes diverses et variées, on pourra y revenir, et puis également parler au titre de mon engagement associatif, puisque j'ai été co-président de l'association Alice, l'Alliance Sciences Sociales, pardon, 2015 et 2019. Voilà, je ne veux pas être plus long. Merci Pierre-Benoît. Peut-être pour aider Pierre-Benoît dans les histoires de bande passante, il faudrait peut-être que tout le monde coupe sa caméra, parce que plus il y a de caméras éteintes, moins il y a de bande passante. Et on va garder juste Pierre-Benoît et merci. Donc du coup, ce premier webinaire, comme l'a dit Pierre-Benoît, va parler de 30 ans d'évolution du champ sciences-société, de la culture scientifique aux coopérations avec le tiers secteur de la recherche. Donc, et puis comme l'a présenté Delphine tout à l'heure, il sera enregistré et mis en avant sur le site internet du portail de la science ouverte. Après l'intervention de Pierre-Benoît qui va durer une petite demi-heure, on aura une phase de questions-réponses, mais on vous expliquera après l'intervention comment ça se passe. Donc je te laisse la main, Pierre-Benoît, et je fais signe quand il reste 10 minutes. Ok, merci beaucoup De rien. Grégory. Euh, la préparation de ce webinaire m'a donné l'occasion de revenir sur un parcours, hein. Évidemment, en 30 minutes, je vais aller à l'essentiel, mais je vais faire cette intervention sous forme de discussion. Donc, j'ai volontairement évité d'avoir le classique PowerPoint. Donc, euh, je vais juste voilà, m'exprimer à partir effectivement de mes notes. Très rapidement, je pense qu'il faut revenir sur la question de l'origine de la culture scientifique. C'est important. Alors, je ne vais pas être trop long là-dessus, hein, mais on sait que les origines historiques font un lien fort entre la connaissance scientifique et la démocratie. C'est l'époque des Lumières et la plupart d'entre vous doivent connaître ou avoir entendu parler de ce texte de Emmanuel Kant. Qu'est-ce que les Lumières? Un texte de 1784, à la veille de notre Révolution française. Et dans ce texte, Kant insiste sur le rapport au savoir. Et il y a une expression qui est reprise, une expression latine, aude sapere, et ose savoir, qui signifie pour Kant que la connaissance est un élément essentiel pour l'émancipation des individus et pour la constitution, le développement de la citoyenneté. C'est pour Kant ce qui permet de passer de l'état de minorité à un état de citoyen actif. Il y a une histoire très longue et cette histoire, elle est vraiment importante, mais je n'y reviens pas. Je voulais simplement indiquer cela. Donc, il y a une belle histoire, effectivement, qui lie la citoyenneté au rapport au savoir. L'institutionnalisation de la culture scientifique et technique, elle est plus récente et je vais juste donner deux points de repère. Le premier, c'est la décision de Valéry Giscard d'Estaing dans les années 70 de créer la Cité des sciences et de l'industrie, qui est finalement mise en œuvre sous la présidence de Mitterrand. Et puis l'accession
de la gauche au pouvoir en 1981 et l'action de Jean-Pierre Chevènement comme ministre de la Recherche et de la Technologie à partir de 81. Et donc, il y a toute une série de réformes extrêmement importantes qui sont portées par ce ministère. Et notamment, c'est des réformes qui contribuent à structurer la politique de la culture scientifique et technique en France avec des institutions, avec des réseaux qui continuent aujourd'hui de jouer un rôle essentiel dans la diffusion des savoirs scientifiques et techniques. Donc c'est un héritage qui est important, qui joue un rôle essentiel et qui fait que aujourd'hui, alors c'est en train de changer en fait, je reviendrai, mais jusqu'à une période récente, quand on parlait sciences-société au ministère de la Recherche, c'était essentiellement en fait la question de la culture scientifique et technique. Alors, il n'y a pas de problème en soi. Et cette question de la culture scientifique et technique, je pense qu'on en convient tous, elle est vraiment essentielle. Ce qui est peut-être gênant, c'est qu'il y a une forme un peu dégradée de la culture scientifique et technique et qui est elle-même assez répandue, notamment dans les institutions scientifiques, mais pas que. Et bon, on peut lui donner un nom, hein, on pourra revenir là-dessus, c'est le modèle du déficit de connaissance du public. Et donc, c'est des croyances auxquelles, à mon avis, il faut vraiment tordre le cou. La première croyance, c'est qu'il y a une défiance à la science et que cette défiance à la science, elle est généralisée. Alors, ça va aujourd'hui se recycler avec toute tout ce qui circule autour de la société post-vérité. Le second point, c'est que pour lutter contre l'irrationalité ou contre, aujourd'hui on parle beaucoup d'obscurantisme, ben, il faut éduquer les publics. Et puis le troisième point complémentaire, c'est que le refus des nouvelles technologies, il est irrationnel et il est lié à un déficit de connaissances, hein, donc à ce modèle du déficit. Quand je dis modèle du déficit, en fait, c'est vraiment une expression qui est très ancrée dans nos communautés de recherche et qu'on doit beaucoup à ce qu'on appelle l'école de Lancaster et notamment aux travaux de mon collègue Brian Wynne. Alors, si on prend la défiance en la science, on a là affaire à ce qu'on peut qualifier de véritable déni au sens vraiment psychiatrique, mais un déni organisationnel et institutionnel. Quand on consulte les différentes études qui ont été réalisées sur la question de la confiance en la science, et je me réfère essentiellement aux travaux de Daniel Bois du CEVIPOF, qui a fait des enquêtes depuis 1972 sur ces questions. Bien, en fait, on voit que la confiance à la science, elle baisse assez peu, elle se maintient. Euh, et c'est vraiment parmi la science, c'est l'une des institutions à laquelle nos concitoyens accordent le plus de confiance, avec 78% d'expressions favorables. Derrière, le personnel médical, 87%, les hôpitaux, 81%, mais loin devant les lanternes rouges, évidemment, et malheureusement, les partis politiques, 16%, mais aussi les réseaux sociaux, 17%, et les médias, 28%. À titre un peu anecdotique, moi, j'ai été confronté, c'était sous le gouvernement Fillon qui avait mis en place le Haut Conseil de la science et de la technique. Et une des premières questions que Fillon a posées à ce Haut Conseil, c'était voilà, comment résoudre le problème de la défiance en la science. Et c'est quand même, enfin, ouais, moi, je trouve que c'est quand même une ironie de l'histoire que un politique comme Fillon pose cette question quand on sait effectivement la défiance qu'il a pu entretenir également vis-à-vis de la classe politique. Donc, du coup, ça c'est un point qu'on pourra discuter, mais c'est vraiment un point dur. Et je reviens sur cette question de déni organisationnel ou institutionnalisé. Il faudrait, comme le propose Steve Rainer, qui est un collègue anglais malheureusement décédé. La question, c'est vraiment comment on en vient à ignorer ce que l'on sait. C'est le déni, mais là, c'est un déni assez généralisé. Et je ne compte pas le nombre d'occurrences de personnes pourtant
fort bien constitués, fort bien cérébrés et qui répètent ça sans aucune assise et donc qui nient la connaissance finalement sur ces questions. Alors par rapport à ça, la communauté à laquelle j'appartiens, donc communauté d'études des sciences et techniques ou STS, en fait, elle a évidemment un regard critique, mais ce n'est pas un regard juste lié à des troubles de vision, c'est un regard qui est lié à toute une série de travaux qui ont été faits sur ces questions. Donc je ne vais pas résumer ces travaux, mais juste me référer à un rapport auquel j'ai pu participer. J'en suis un des co-auteurs. Le rapport s'appelle Taking European Knowledge Seriously, donc prendre au sérieux la société de la connaissance et pas simplement l'économie de la connaissance. Ce rapport a été remis à la Commission européenne en 2007 et ont participé à ce rapport. Alors pour les collègues qui connaissent un peu effectivement les chercheurs dans ce champ, Brian Wynne, donc, dont j'ai déjà parlé, était là, Sheila Jazanoff, Michel Callon, Harry Rip, Ulrike Felt, Andy Sterling, Isabelle Stengers. Voilà, donc c'était un groupe d'une quinzaine de personnes qui sont vraiment voilà, qui ont beaucoup, beaucoup travaillé sur ces questions. Et de ce rapport, je retiens quelques observations. La première, ben, c'est que on est dans des sociétés de connaissances, c'est clair, et ces sociétés se caractérisent par un niveau d'éducation élevé. Alors on peut débattre, et c'est vraiment très important, de l'illettrisme, mais enfin, par rapport à la période de nos parents ou de nos arrière-grands-parents, la proportion de la population qui atteint le bac et qui fait des études supérieures n'a rien à voir, pour ne prendre qu'un indicateur. Deuxième élément, depuis une quarantaine d'années, on voit une multiplication des controverses sociotechniques, donc des controverses autour d'objets techniques ou technologiques ou de questions scientifiques. Bon, les controverses les plus emblématiques dans les années 70 sont autour de l'industrie électronucléaire, mais ces controverses se sont multipliées et avec elles, en fait, le développement de ce qu'on peut qualifier de contre-expertise. Troisièmement, et c'est plus récent, c'est, disons, en France, c'est le marqueur important, c'est ce qu'on appelle les années SIDA, c'est qu'on constate qu'il y a une implication forte et croissante, hein, des associations, des ONG, donc de toute une série d'acteurs qu'on ne connaissait pas, dans la production de connaissances. Donc, et il y a une très grande diversité, sans exhaustivité. On peut citer ici ben, les amateurs en tout genre. Alors ça, c'est pas du tout un phénomène nouveau. Et d'ailleurs, les amateurs dans certains domaines, astronomie, botanique, ont joué un rôle, et jouent encore un rôle très important dans la production de connaissances, y compris de connaissances qualifiées de scientifiques. Les groupes concernés, donc des groupes qui sont confrontés à des problèmes et qui se mettent dans une démarche de connaissance pour résoudre ces problèmes. Donc là, on a une dynamique qui a été bien analysée par le pragmatiste John Dewey. Donc on peut penser aux associations de malades, hein, donc j'ai parlé du sida, les réseaux de semences paysannes dans notre domaine, mais aussi les associations de lutte contre la pauvreté et l'exclusion comme ATD Quart Monde et d'autres. Et on retrouve voilà, ces mobilisations de non-scientifiques dans différentes opérations, notamment ce qui a été qualifié de épidémiologie populaire. Donc, on pourrait, et moi j'aime bien cet oxymore sur lequel on avait un peu travaillé avec Raphaël Larère, parler d'expertise profane. Donc, du coup, il y a bien une nécessité aujourd'hui d'actualiser notre concept des interactions sciences-société. Les interactions sciences-société ne se limitent pas du tout à la culture scientifique et technique. Moi-même, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions et très influencé par Michel Callon et sur la question de la démocratie technique, en fait, hein. Comment, effectivement, on peut penser les rapports entre la démocratie, la science et la technique, compte tenu du fait que la technique est un opérateur extrêmement important dans nos sociétés. Donc, avec quelques idées que je liste là, donc passer de la vulgarisation à la mise en débat,
notamment pour les sujets controversés. Donc, quand il y a des controverses, évidemment, le point n'est pas d'expliquer, il est effectivement de mettre en débat, d'écouter et de communiquer, au sens de l'intercommunication, disons, habermasienne. Euh, Penser à nouveau frais la conception et la mise en œuvre de l'expertise scientifique. Et en Europe, on a eu tout un train de réformes extrêmement importantes à partir des années 1990 et donc qui conduisent à vraiment reconfigurer les rapports entre la production de connaissances et les politiques publiques. Bon, pour prendre l'exemple d'INRAE, la généralisation des expertises collectives fait partie de cela. Troisième point, la coproduction de connaissances. Et Calon, dans un petit texte de 1998, disait en fait il y a trois formes de démocratie technique. Il y a l'instruction publique, donc c'est l'éducation, donc c'est, disons, la culture scientifique technique. Il y a la mise en débat, mais il insistait beaucoup sur la coproduction, ce qu'ils ont repris avec Lascaux et Barthes dans Agir dans un monde incertain, donc l'essai sur la démocratie technique. Le dernier point, je pense, qui est aussi important, c'est mettre en débat la gouvernance de la science et de l'innovation. Donc, comment effectivement s'effectuent des choix concernant la production scientifique et technique et à différents niveaux, hein, pour reprendre les expressions de Rémi Barré. Donc, il y a des niveaux vraiment de construction de grandes orientations stratégiques, des niveaux de programmation, mais aussi le niveau opérationnel de réalisation des recherches. Donc, il y a une réflexion extrêmement importante et qui a accompagné des modifications qui ne le sont pas moins. Alors j'en viens aux années 2010. Vous voyez, c'est quand même assez rapide, hein, vous m'en excuserez. Et donc, avec peut-être une focale sur des opérations auxquelles j'ai été très étroitement associés. Donc, je vais parler très rapidement de l'IFRIS, donc Institut francilien Recherche, Innovation, Société, qui est un consortium de recherche que nous avons créé avec des collègues de la région francilienne, donc une centaine en fait de collègues qui travaillaient dans le domaine de l'étude des sciences et des techniques ou dans le domaine de l'étude des politiques de recherche et d'innovation. Donc, nous avons créé l'IFRIS en 2007. En 2010, nous avons obtenu un LABEX sur ces questions et donc il nous a donné les ressources nécessaires effectivement pour contribuer à la structuration et au développement de notre champ. Et donc ce LABEX a été étroitement associé à INRAE, mais à l'INRA à l'époque, mais euh, il y avait toute une série d'acteurs, voilà, l'ensemble des organismes et universités qui travaillaient sur ces questions en région parisienne. Nous avons en fait, dès la création de l'IFRIS en 2007, développé un partenariat avec une association que certains ici connaissent bien, l'Association française des petits débrouillards. Et ce qui nous a conduit à la création de la liste, qui est vraiment une création qui, pour nous, l'ABEX, était notre point de valorisation d'impact sur la société. Donc, en général, quand on fait un LABEX, on promet des développements économiques. Nous, on avait promis un impact sur la société et qui passait notamment par une implication forte dans cette association, Alice, dont j'ai été coprésident, donc, comme je l'ai indiqué, de 2015 à 2019. Alors, quelques points de repère sur ce que nous avons fait avec Alice. En 2015, donc du 7 au 9 janvier, nous avons organisé un gros colloque forum donc, qui s'intitulait Pour une nouvelle alliance sciences-société, auquel ont participé 1300 personnes sur 3 jours. Donc c'est, je pense, un événement qui était assez exceptionnel et pour nous qui a été un événement de mobilisation, de problématisation autour de ces questions et à partir duquel nous avons poursuivi effectivement dans la construction d'un plaidoyer assis sur une analyse très novatrice en fait des relations sciences-société. Donc nous avons présenté, donc nous avons préparé un livre blanc, le livre blanc de la LIS, prendre la société de la connaissance au sérieux, que nous avons présenté à l'Assemblée nationale en mars 2017. Nous avons organisé
les premières assises sciences-société à Montpellier en 2017 également. Nous avons ensuite travaillé sur un, un plan d'action pour la Direction générale de la recherche et de l'innovation à partir du livre blanc. Ce qui était intéressant, c'était qu'on avait construit un groupe de travail qui était présidé à l'époque par François Houllier, notre ancien PDG, et qui réunissait à la fois les acteurs de la CSTI et les acteurs qui étaient autour d'Alice. Euh, je peux enfin, affirmer là que Alice a contribué de façon importante, hein, à une transformation des relations sciences-société. Euh, Évidemment, on ne peut pas dire que c'est Alice qui a fait ça, mais Alice a accompagné des transformations. Et cette transformation des rapports sciences-société, elle est marquée notamment par la reconnaissance et la légitimité des sciences et recherches participatives. Pardon? Ça coupe ou... Non, je pense que c'est quelqu'un qui a, voilà, Ah, qui qui a n'a pas éteint fermé son son micro. Là, micro. c'est bon. Oui, voilà. Et donc, quelques marqueurs très rapides de cette évolution. En mars 2016, donc, François Houllier remet son rapport sur les sciences participatives, et c'est le titre, c'est Sciences participatives, donc avec, j'ai vu que Jean-Baptiste est là, comme Jean-Baptiste comme rapporteur, et nous avons beaucoup travaillé ensemble sur ce rapport. Donc, François Houllier remet son rapport à la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, et en même temps à Geneviève Fioraso. Entre parenthèses, en fait, il y avait eu précédemment un rapport sur le même sujet qui avait été rédigé par Lipinski, un chercheur CNRS qui avait été vice-président recherche de la région Île-de-France, donc remis au PDG du CNRS. Mais ce rapport avait essuyé un tir de scud vraiment injuste, et donc ce rapport a été très très vite enterré. Donc, bon, c'est un changement de contexte, mais également tout le doigté politique de François Ollier qui fait que le rapport qu'il a porté, en fait, a eu un impact très important, ce qui a conduit à signer une charte des sciences et recherches participatives au ministère de la Recherche. Un an après, cette charte a été très largement rédigée par Alice à l'époque. Dans la LPR, on a, comme vous le savez, la création du prix des sciences et recherches participatives. Donc la LPR de décembre, la loi de programmation de la recherche de décembre 2020. Et si je ne me trompe pas, le prix sera remis ce soir pour la énième édition par Philippe Mauguin en présence du ministre Philippe Baptiste. Et puis on a eu toute une série d'appels à projets dédiés aux sciences et recherches participatives dans différents organismes portés par différentes universités, mais également dans le cadre de l'ANR, dans le cadre de l'ADEME en relation avec la Fondation de France. Donc il y a vraiment une dynamique très très forte. Et aujourd'hui, voilà, une très grande légitimité des sciences et recherches participatives. Bon, on le sait, INRAE en fait a joué un rôle très important dans tout cela, avec des compétences fortes de longue date dans les recherches actions participatives, notamment liées à l'histoire du SAD, la création du pôle sciences en société en 2015, si je ne me trompe pas, et puis qui a été intégré ensuite à la DIPSO en 2020, mais également toute une série d'opérations, donc évidemment une implication forte dans les nouveaux dispositifs de type Living Lab, démonstrateurs territoriaux, l'avis récent qui est extrêmement important du comité éthique en commun sur les sciences et recherches participatives, d'ailleurs dont l'un des auteurs principaux est Madeleine Krisch, qui est actuellement coprésidente de la liste. Donc, INRAE joue un rôle très très important effectivement dans ces transformations. Alors j'en viens à mon dernier point, Il en reste un peu fait. plus de 5 minutes. Oui, alors ça devrait aller, mais c'est peut-être le point le plus important, mais je vais aller à l'essentiel. Moi, ce que je retiens en fait de tout cela, c'est que en tant que chercheur, et puis quand on a fait le livre blanc de la liste, en fait,
on a fait une espèce de révolution au sens de tournée, hein, mais presque copernicienne, puisqu'on change de vision du monde en observant les relations sciences-société dans la direction société-sciences et non pas comme on le fait habituellement dans le sens sciences-société. Et ça produit vraiment un regard que je trouve extrêmement intéressant, nouveau et qui est extrêmement éclairant. Alors par rapport à ça, moi il me semble qu'il y a trois points qui sont des marqueurs d'évolution, mais plus ou moins évidents aujourd'hui. Donc le premier, je l'ai évoqué, c'est les sciences et recherches participatives. Et aujourd'hui, je pense que c'est, voilà, il y a une légitimité, une reconnaissance des sciences de recherche participative. D'ailleurs, le prix, je trouve que c'est intéressant, ne s'appelle plus le prix des sciences et recherche participative, mais c'est le prix de la recherche participative, ce qui me semble vraiment intéressant. On pourra y revenir et avec les deux branches, le recueil citoyen et la co-construction. Euh, et donc on voit, moi je suis pas ça de près, mais quand j'ai pu assister à la remise des prix ou quand on suit ces opérations, on voit des dynamiques qui sont extrêmement fortes, avec un enrichissement mutuel des chercheurs et des groupes concernés, avec des aventures humaines qui sont extrêmement intéressantes. Donc c'est toujours des expériences, alors ça va pas sans difficulté, etc. Mais en tout cas, c'est des expériences qui sont extrêmement intéressantes et qui sont inspirantes. Donc ça, je pense que c'est acquis et c'est extrêmement important, hein. Je rappelle donc le rapport Lipinski avait été rejeté parce que on ne pouvait pas parler de sciences citoyennes, on ne pouvait pas parler effectivement de sciences de recherche participative. C'était plus que tabou, hein. Euh, il y a deux autres points sur lesquels je veux finir. Le premier, c'est l'innovation élargie, et puis enfin le TSR. Donc, on le voit aujourd'hui, il y a un foisonnement sémantique autour de la notion d'innovation. Donc, l'innovation, elle est sociale, elle est frugale, ou c'est la Jugad Innovation, elle est responsable, etc. Donc, ce qui me semble vraiment intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour remettre en cause une conception traditionnelle de l'innovation au sens technologique, lié au marché, euh, essentiellement économique, donc source de compétitivité économique. Et donc l'élargissement, il se fait par les objectifs. Donc il y a un sens de l'innovation et l'innovation, elle peut être sociale, elle peut être juste pour résoudre des problèmes qui sont vraiment hors marché. Les processus, ben, en fait, on a de l'innovation qui n'est pas seulement top-down ou linéaire, mais qui peut être bottom-up, distribué, où les usagers vont jouer un rôle important. Et donc les acteurs aussi, les acteurs de l'innovation également se démultiplient. Et je trouve très intéressant aujourd'hui tous les travaux sur l'innovation sociale qui montrent que ben, l'innovation sociale, pour l'instant, elle vient rarement de nos laboratoires. Euh, le tiers secteur de la recherche, pourquoi on a proposé ce concept ou ce nouveau sujet politique? C'est parce que, en fait, quand on regarde les politiques de recherche et d'innovation, aujourd'hui, on voit qu'elles s'appuient sur deux piliers. Il y a le pilier recherche publique ou académique, alors selon euh, où on se situe, hein, mais en France, c'est plutôt la recherche publique, et d'une part, et puis la recherche industrielle. Il y a une part exclue. Et cette part exclue, on ne voulait pas l'appeler, enfin voilà, il y avait plein de problèmes si on l'appelait société civile ou l'autre. Donc on l'a appelé tiers secteur de la recherche au sens effectivement originel du tiers dans, euh, dans le tiers État. C'est qui en fait les acteurs du tiers secteur de la recherche? C'est les associations, c'est des groupements professionnels, des petits groupements professionnels, des petites collectivités, des petites entreprises de l'ESS. Donc c'est un monde qui est invisible, hein, un vrai problème de connaissance et de reconnaissance. C'est un monde qui est vraiment très très important pour la construction de la solidarité, pour la construction en local en fait des transformations profondes à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui avec tous les défis que nous avons à relever. Mais c'est un monde en fait qui a un accès extrêmement difficile euh, à la production de connaissances parce qu'il n'est pas du tout calculé, hein. Le fait que les entreprises produisent de la connaissance, hein, donc on a une recherche industrielle voilà, qui est constituée,
mais c'est le fruit en fait d'efforts de dizaines d'années, hein, avec des financements, avec des dispositifs, des institutions, etc., etc. Tout cela n'existe pas pour le tiers secteur, et donc il y a un déficit de compétences internes dans ces organisations. Les procédures de soutien sont non adaptées, hein. Les appels à propositions sont hors de portée pour ces organisations. Elles ont beaucoup de mal à mobiliser les aides du type crédit impôt recherche. Les coûts de transaction sont beaucoup trop élevés. Il y a peu ou pas de compétences dans les organisations de l'ESR, hein, les concernant. Bon, par exemple, à INRAE, on a notre partenariat, il est organisé autour donc, du partenariat transfert et innovation avec des spécialistes du transfert qui savent très bien effectivement passer des contrats avec les entreprises, mais qui ne savent pas travailler avec ces gens-là. Le soutien financier dédié est faible ou inexistant. Puis on n'a pas de capacité d'évaluation des impacts qui fait que le plaidoyer pour ce secteur, il est vraiment difficile. Donc je voudrais conclure ici en disant que mettre l'accent sur le tiers secteur de la recherche, c'est affirmer la nécessité de mieux le connaître, hein, de mieux le reconnaître, hein, afin qu'il devienne d'une certaine façon le troisième pilier des politiques de recherche et d'innovation. Un pas important a été franchi avec la reconnaissance des recherches participatives, c'est essentiel. Et il faut à présent transformer l'essai. Bon, on est à Toulouse, enfin je suis à Toulouse, donc transformer l'essai et reconnaître le TSR. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Pile poil. Merci beaucoup, Pierre-Benoît. Alors, il y a Jean-Baptiste qui a des questions pour le groupe 1. Jean-Baptiste, est-ce que tu veux prendre la parole pour les poser? Oui, ben, je peux les résumer. Nous, on a donc dans notre petit groupe, il y a trois questions ou points d'étonnement qui nous venaient. Quelle place du monde agricole dans ces dynamiques qui a été évoquée via les semences paysannes, mais exclusivement? Alors ça, je sais pas si c'est une remarque ou une question, mais on parlait de la reconnaissance des SRP d'un point de vue institutionnel. Et donc des collègues pointaient les problèmes qui perdurent autour de la reconnaissance des SRP, y compris du point de vue de la carrière et de l'évaluation, et faisaient le lien avec le problème plus généralement de reconnaître l'interdisciplinarité dans ces trajectoires de carrière et d'évaluation individuelle. Et on a parlé de la question des controverses socio-techniques, de la médiation scientifique et des sciences et recherches participatives qui ont été évoquées. Voilà, j'ai résumé ça par médiation scientifique, SRP, même combat, point d'interrogation. Est-ce que tout ça se complète? Est-ce qu'on parle de la même chose du point de vue des sujets qui ont été évoqués par ailleurs d'un point de vue sociétal ou pas? Ok, je réponds rapidement, hein, et Oui, oui. j'essaie d'être concis, hein. Évidemment, il y aurait beaucoup à discuter sur ces différents points et merci beaucoup pour le retour. Donc, la place du monde agricole. Donc, il se trouve qu'il y avait un observatoire qui est fait par Resoli sur les innovations autour des transitions des systèmes agricoles et alimentaires. Donc, il y a une base de données de 1000 expériences. Donc, ça peut être un élément de réponse d'aller voir cette base de données. Ce qui est intéressant quand on regarde cela, en fait, c'est que c'est pas centré sur la recherche. Mon collègue Philippe Laredo a fait un traitement de cette base avec un masterand et en fait, il voit qu'il y a moins de 10% en fait, de ces expériences qui sont liées à la recherche. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent, hein, où les acteurs mobilisent des connaissances, mais ils ne passent pas forcément par la recherche. Donc, est-ce que le fait de passer par la recherche, ce serait mieux? Bon, voilà, donc du coup, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais enfin, même moi, président de centre à Toulouse, en fait, il y a plein de choses que je ne connais pas. Bon, alors, les chercheurs sont impliqués dans différents living labs, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais alors qu'on peut dire quelles sont les entreprises lesquelles on travaille, etc., etc., là, il y a une très grande difficulté de connaissance. Je n'insiste pas là-dessus. Donc, j'ai pris l'exemple des réseaux de semences paysannes parce que c'est le plus emblématique. Et c'est autour de la controverse sur les OGM que se sont constitués les réseaux de semences paysannes comme une alternative, effectivement,
à une certaine conception de la génétique. J'ai vu que Véronique Chable était là, donc bon, elle a amplement contribué à toute cette dynamique. Elle pourrait s'exprimer là-dessus. Je trouve que c'est vraiment un cas qui est extrêmement intéressant, mais il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Oui, on sait que pour le second point, l'interdisciplinarité, les recherches de terrain, enfin bon, il y a toute une série de choses, hein. C'est vrai que pour faire avancer une carrière de chercheur, rien ne vaut effectivement de faire de la biologie in silico ou de travailler avec des petits organismes modèles. Et sans du tout de mépris pour les collègues qui font ça, il y a des travaux qui sont excellents, mais c'est vrai que le rythme de la recherche, il est beaucoup plus rapide que quand on travaille sur des gros objets biologiques, sur des systèmes complexes, et donc y compris effectivement des systèmes, des écosociosystèmes qui sont quand même les terrains, enfin les contextes dans lesquels on travaille avec les sciences et recherches participatives. Donc il y a des détours de production qui sont assez systématiquement importants et qu'on ne prend pas forcément en compte ensuite quand on compte les publications. Bon, je pense qu'à INRAE, on a des modalités d'évaluation qui quand même prêtent attention à cela. Donc, mais il est clair qu'il y a une difficulté. Mais enfin, moi, je trouve qu'il faut pas l'exagérer. C'est-à-dire que enfin, moi, enfin, quand on participe à des comités d'évaluation, à des concours, on voit que on peut très bien effectivement mettre en avant effectivement et argumenter de l'importance et de la qualité du travail, même de l'excellence dans ce cadre. Donc, il y a sûrement en fait une évolution à conforter, mais je pense que les choses bougent. Sur euh, médiation et SRP, les deux sont importants. Le point qu'on avait avec Alice, et Alice a été un peu considéré comme alors médiation, c'est pas la culture scientifique technique, mais on s'en rapproche. Mais en tout cas, je rappelais l'article de Michel Calon de 1998, et pour moi, c'était assez éclairant parce qu'à l'époque, je travaillais, bon, c'était l'époque où certains s'en souviennent peut-être, mais c'est 98, c'est la conférence citoyenne sur les OGM. C'est la première fois qu'on organise un débat public sous cette forme sur une question technique, enfin scientifique et technique. Donc il y avait vraiment un changement bon, qui était extrêmement important. Et moi, je trouvais par rapport aux questions science-société que c'était une rupture. Et, et Calon, enfin, avec qui j'ai beaucoup travaillé, en fait, remettait ça en perspective. Lui, il travaillait beaucoup avec les associations de patients. Et ce qu'il voyait, c'est que quand on travaille les associations de patients, c'est pas simplement le débat, c'est pas simplement discuter, c'est faire. Donc cette question de passer du dire au faire, du débat à la réalisation, c'est un point important. Et ce que je vois, par exemple, sur le centre de Toulouse, en fait, les sciences et les recherches participatives, ben, c'est les chercheurs, quoi. La médiation, ben, c'est plutôt des médiateurs, quoi, hein. Donc c'est pas du tout les mêmes compétences. Donc, il ne faut pas opposer l'un à l'autre, mais on a besoin effectivement d'avoir des compétences pour les deux. Alors, est-ce que ça peut se rejoindre sur certains sujets, hein, mais je trouve qu'il faut vraiment distinguer ces compétences et les ressources qu'on a, etc. Merci. On a une double question sur le tiers secteur de la recherche qui demande un peu quelle portée institutionnelle aujourd'hui. Est-ce que cette terminologie est portée par l'INRAE, défendue par les ministères, les financeurs? Est-ce que c'est dans les stratégies, dans les documents cadres de l'ANR, etc. Est-ce que... Ouais, en fait, par rapport à tout le travail qu'on a fait avec la LIS, hein, là, c'est vraiment le travail de la LIS, même si je travaille un peu comme chercheur hein, sur à la fois des aspects définitionnels, conceptuels, euh, et puis également empiriques, hein. Mais c'est vraiment un travail collectif de la LIS. Et la LIS, en fait, enfin, juste deux mots sur la LIS, c'est une plateforme en fait qui réunit des acteurs de l'ESR. Et c'est vraiment une plateforme dont les membres sont des institutions. Donc INRAE est membre de l'ALICE et a beaucoup soutenu l'ALICE et on peut vraiment s'en réjouir. Et donc et des membres de ce qu'on appelle le TSR. Donc du coup, on a dans l'ALICE une forte mobilisation effectivement des connaissances à la fois de l'ESR et puis du TSR. Donc, par rapport à ça,
La notion de TSR, j'ai l'impression, elle a fait donc elle est mal comprise si on est, optimiste, et elle est un peu rejetée si on est pessimiste. C'est un peu, voilà, donc, et, et je pense que, enfin, ce que j'ai exprimé, et j'y crois beaucoup au fait que dans une société de connaissances, il faut que ces acteurs, et tout un chacun, en fait, hein, ait accès à la production de connaissances, hein. Mais en fait, ça nécessite une reconnaissance forte du Mm. TSR. Ça ne peut pas être le fruit de quelques actions individuelles de ci, de là. Voilà, donc du coup, là, il y a un gros travail. Et alors moi, je conseille toujours la LIS, et on a des discussions avec des universités, des organismes. Bon, voilà, et parfois on nous dit, non mais arrêtez de parler du TSR, c'est pas la peine, il faut pas parler du TSR. Et c'est pour ça, enfin, en réfléchissant à ce webinaire, je me suis dit, il faut vraiment parler du TSR. Et s'il y a un message à faire passer, c'est celui-là, y compris, enfin, de mettre à l'épreuve cette proposition forte, hein, qu'on a faite avec Alice. Donc non, le TSR n'est pas encore reconnu, voilà, comme une catégorie INSEE, quoi. Voilà, donc c'est Mm. clair. Bon. Est-ce que Sabine, Guyenne, tu peux prendre la parole pour nous expliquer ce que ta question sur l'éloignement entre SHS et sciences biotechniques, s'il te plaît? Bonjour, oui, Oui. en fait, moi je suis juste rapporteur hein, de mon groupe, donc c'est pas moi Mhm. qui ai posé la question, mais c'était, il me semble, et si les personnes de mon groupe veulent en dire plus, n'hésitez pas, que c'était des considérations en fait autour des sciences et recherches participatives qui n'étaient pas partagées selon les disciplines. Et notamment, j'avais l'impression que dans mon groupe, il y avait des personnes qui étaient plutôt en lien avec du grand public et donc, pour, en termes de recherche participative, elle se plaçait pas au même niveau que ce dont a parlé Pierre Benoît dans sa présentation. Il me semble que c'est ça. Mais n'hésitez pas à préciser. Non, enfin, si j'ai bien compris, en fait, et c'est vrai que c'est bon, quand on a travaillé avec François Houllier, donc Jean-Baptiste, sur le rapport, le premier rapport important. Il y avait eu d'autres rapports, mais celui-là était vraiment important sur les sciences et recherches participatives. On a fait de la cartographie, on a essayé de faire de la caractérisation. Et on voit bien effectivement que quand on fait un peu de scientométrie là-dessus, il y a tout ce alors, les termes varient, mais en tout cas, tout ce qu'on peut appeler science citoyenne, alors au sens de recueil citoyen, si on reprend les termes du prix de la recherche participative, donc où les citoyens, c'est plutôt les citoyens que les groupes contribuent à la collecte des données, quelles qu'elles soient, hein. Donc, le Muséum national d'histoire naturelle a eu beaucoup, beaucoup de travaux là-dessus. Donc, il y a beaucoup de choses en botanique, il y en a sur les météorites, etc., etc. Et donc, sur la phénologie, enfin voilà, donc la capacité, la puissance d'observation, effectivement, des amateurs est quelque chose qui est vraiment important pour la recherche. Et donc, euh, il y a une différence, alors j'hésite sur le terme, on oppose à cela, mais en tout cas, il y a une différence forte avec les recherches actions participatives. Et je pense que c'est ce que disait Sabine, c'est que bon, il y en a qui travaillent plutôt avec des citoyens, puis d'autres qui travaillent plutôt avec des acteurs. Donc, à Toulouse, dans l'unité Agir, notamment autour de Laurent Hazard, en fait, on a beaucoup de travaux, effectivement, qui sont des travaux qui s'inscrivent dans une tradition de recherche, action participative, où l'idée, c'est quand même de co-construire les problèmes et les questions de recherche avec les acteurs concernés. Et donc, on retrouve cette question de concernement de groupes concernés, hein, sur lesquels Calon et ses collègues ont beaucoup travaillé. Donc, c'est des acteurs qui sont confrontés à des problèmes, effectivement, qui sont dans une démarche de connaissance. Et cette démarche de connaissance, ben, elle peut s'appuyer sur la recherche, hein. Bon, moi, je prends souvent l'exemple de ATD Carmonde, qui est vraiment
ben voilà, il faut regarder ce qu'ils font, c'est vraiment c'est super intéressant. Alors, comme sociologue, on peut le critiquer, etc. Mais en tout cas, comme rapport, en fait, des personnes qui subissent la grande pauvreté ou ou l'exclusion, de rapport au savoir et de l'accès à la production de connaissances comme moyen d'émancipation et de développement de la citoyenneté, là, on le voit très clairement. Donc, du coup, en termes de, comment dire, d'orientation générale, de savoir qu'est-ce que c'est la production de connaissances, hein, quel est l'objectif effectivement de ces projets. Il y a de grandes différences. Alors, il y a un continuum, mais on le voit dans le prix des recherches participatives, hein, on voit que l'opposition est moins marquée que ce que je viens de le dire, hein, mais ça donne des points de repère, hein. Mm. Merci. Je partage un constat de Vincent qui constate que les chercheurs qui font de la médiation scientifique, donc qui sont de fait en lien direct avec les citoyens, sont assez loin de ces questionnements. Du coup, je me permets d'inviter Vincent à diffuser l'existence de ces webinaires. Ça permettra de créer une culture commune et justement de diffuser ces questionnements. Et peut-être on peut enchaîner sur une question de Jean-Baptiste. À un moment, Pierre Benoît, tu évoquais le fait de parler de société civile comme partie prenante qui posait un peu problème. Est-ce que tu peux expliquer en quoi ça posait problème, ce terme? Parce qu'on c'est un terme qu'on entend tout le temps, partout dans les médias. Oui, mais ça pose problème, par exemple, nous, on considère que les petites collectivités territoriales locales, hein, en fait, ou les petites villes, quoi, hein, ou les pays, etc., jouent un rôle important, mais c'est pas la société civile. Hmm. Voilà. Voilà, donc du coup, cette catégorie, en fait, elle colle pas vraiment, quoi. Voilà. Enfin, si on avait pu utiliser société civile, on l'aurait fait, quoi. C'est clair que on a. Alors, il y a un aspect un peu provoque, hein, c'est sûr, mais enfin, on a beaucoup réfléchi, effectivement, hein. Et on était assez d'accord pour dire non, société civile, c'est pas, C'est pas un ça, terme qui marche. ouais, ça marche pas, ouais. Euh, Nathalie nous annonce que le rapport de la société face à la recherche et l'innovation est intéressant. Tu peux nous en dire un peu plus, Nathalie, et ce sera la dernière intervention. Oui, ben, bonjour tout le monde, hein, j'ai pas pu mettre mon micro. Vous m'entendez bien? Oui, 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 très très bien. bien. Oui, ce qui moi m'a beaucoup. C'est d'abord l'historique qu'a repris Pierre-Benoît Joly par rapport à l'accès aux connaissances depuis ça a vraiment débuté au XVIIIe siècle. C'est ça qui m'a tilté, c'est son historique. Et je crois que j'ai beaucoup remarqué dans sa présentation, vraiment l'accès à l'accessibilité de la société, moi. À, à la... Pourtant, j'ai souvent entendu dire que tous les dispositifs de sciences ouvertes, de mettre des choses de présenter des choses aux gens, c'était une demande du public, mais quel public alors? Enfin, Euh, parce que moi aussi je suis d'accord. Enfin, il me semble que la société de nos jours, enfin, mais bon, moi j'ai du mal à m'exprimer, mais c'est un peu que. alors, enfin, je vais essayer de répondre, Nathalie, merci pour la question, hein. Un, euh, gêné par l'utilisation de société. En fait, la société, elle est composite, elle est diverse, etc. Donc, il faut essayer de. Il est rare que la société veuille quelque chose. La société n'est pas un sujet en soi, hein. Donc, du coup, il faut être peut-être entrer un peu plus dans l'analyse. Et donc, c'est comme la notion de demande sociale, etc. Donc, toutes ces notions, elles sont un peu piège. Mais si j'ai bien compris en fait cette idée que finalement, de nombreux acteurs veulent accéder à la connaissance et avec la science ouverte, hein, cet accès à la connaissance, il est permis. Euh, en fait, je pense que là, il faut opposer la connaissance à la recherche. Alors, c'est peut-être pas évident, mais euh, la recherche, c'est la production de connaissances, hein. Et donc, euh, parfois, on a besoin de produire des connaissances ou des informations. Voilà, donc, c'est pas simplement avoir accès à ce qui existe, c'est avoir accès à des capacités qui vont permettre
de répondre à des questions, de répondre à des problèmes, bon, voilà, donc je prends l'exemple le plus évident sur la mesure de la qualité de l'air. Ben, on a toutes les connaissances sur la qualité de l'air. Ensuite, il faut avoir des dispositifs qui vont permettre de mesurer la qualité de l'air, par exemple, dans les classes, en fonction des types de classes, des types de bâtiments, de l'emplacement des classes, etc. Donc, ça, il y a une question de métrologie sur laquelle travaillent des chercheurs. Et moi, je viens d'accompagner un projet de sciences et recherche participative financé par l'ANR, où on a des associations, des classes, et puis des chercheurs qui travaillent là-dessus et qui essaient. Enfin voilà, donc du coup, ce à quoi, la question du tiers secteur, elle est là. C'est comment je peux avoir accès à des capacités de production de connaissances, à la capacité d'innovation pour traiter les problèmes qui se posent à moi. Et ça, c'est vraiment très différent de l'accès à la connaissance établie. Hein, voilà, donc je pense que le marqueur, il est là. Et la question du tiers secteur, elle se pose là. Parce que c'est vrai que si c'est juste l'accès à la connaissance générale qui existe, ben oui, évidemment, tout ce qui est, en gros, vulgarisation, et c'est pas vulgaire, hein, la vulgarisation, c'est très bien, et c'est super important. Voilà, donc et il faut continuer, il faut progresser, etc., etc. Merci beaucoup, Père Benoît. Pour finir, alors, on va peut-être clore le webinaire. On vous remercie encore, Pierre Benoît, surtout que, si j'ai bien suivi, c'est une journée d'anniversaire pour Pierre Benoît. Donc voilà, donc merci d'avoir passé un petit bout d'anniversaire avec nous. Merci Et, beaucoup. euh, et pour les prochains webinaires, on se retrouve le 11 septembre avec un webinaire sur la médiation scientifique et l'alimentation durable avec les Saventuriers, donc sur le thème de la médiation scientifique. Et puis on se retrouve aussi le 14 octobre avec un webinaire plutôt sur les SRP, autour de la question comment faire échouer ou ne pas faire échouer son projet de SRP, avec Laure Turcati de Sorbonne Université. Voilà. Ok, ben merci à toutes et à tous et merci beaucoup pour l'invitation. En fait, je viens d'ouvrir le chat. Si je l'avais ouvert plus tôt, j'aurais peut-être pu à la traiter des questions qui ont été. Mais vous allez me passer tout ça et puis moi, je suis intéressé effectivement pour voilà, prendre des questions qui n'ont pas été encore, qu'on n'a pas eu le temps de traiter, hein. Ça marche. Super. Bien. Ben, Ben, merci bonne journée beaucoup. alors. Merci Bonne beaucoup. journée à toutes et Bonne tous. journée à toutes et Au tous. revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.